Bienvenue sur Les Échappées du Leadership, le seul podcast où le leadership se réinvente un pas après l'autre. Aujourd'hui, on chausse nos baskets pour partir à la rencontre de Clémence Beretta. Je n'ai pas écorché ton nom, c'est bien Beretta, Non, c'est bon. Ouais. c'est bon. Alias The Walking Girl. Alors, top 15 au JO 2024, double record de France à son actif sur 10 km et 20 km, et une conférencière engagée sur des thématiques essentielles comme la santé mentale et la résilience. L'histoire de Clémence mêle l'excellence sportive et une grande sincérité sur les difficultés rencontrées. Tombée dans l'athlétisme très jeune et à 16 ans, le burn-out frappe. Rares sont celles et ceux qui osent parler de cette expérience, surtout dans le sport. Alors si vous pensez que marcher vite sans courir était facile, Clémence est là pour nous prouver le contraire. Clémence, merci d'être avec nous aujourd'hui, je crois depuis l'Australie, c'est bien ça? Ouais, merci beaucoup Benoît pour ton invitation. Effectivement, aujourd'hui, on est du côté de l'Australie, à Canberra plus précisément. Ok. Alors peut-être pour nous faire rêver d'entrée, qu'est-ce que tu fais à Canberra? Est-ce que tu y es pour des raisons perso, sportives? Alors on a envie de tout savoir. C'est vrai que l'entraînement durant l'hiver européen, et moi je viens des Vosges, donc c'est assez rude, on va dire, c'est parfois compliqué. Donc j'ai tendance à partir, à m'exiler, on va dire, durant l'hiver, plutôt au soleil. Et je choisis l'Australie parce que j'ai un groupe d'entraînement. C'est ma troisième année où je pars durant l'hiver rejoindre ce groupe-là, un groupe élite. Ok. Très bien, merci. Donc là, tu es en entraînement à Canberra avec d'autres Exactement. personnes. Ok. Alors justement, tu parles d'entraînement, là, tu as terminé ta journée parce qu'il est 19h chez toi. Avant de démarrer vraiment l'interview, quel type de chaussures tu portes aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles disent de ta journée? Il y a plusieurs types de chaussures, forcément. Euh, les chaussures, elles m'accompagnent partout, tout le temps. C'est un peu l'élément essentiel même de mon métier, j'ai envie de dire. Et un peu comme un pneu de voiture, on peut dire beaucoup de choses avec la semelle en la regardant et on peut voir à quel point elles peuvent s'user très vite. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est plutôt basket, c'est plutôt talon? Non, bah ce soir-là, là je te parle, j'ai les fameuses Birkenstock que tout le monde porte ici en Australie. Ok. Aujourd'hui, c'était une journée de récup, journée light, journée repos. Donc, c'est 40 minutes de footing et 40 minutes de musculation. Donc là, on est vraiment sur une journée qui est off, qui permet justement d'avoir des moments de forte intensité, comme ça a été le cas hier et comme c'est le cas, comme ça va être le cas demain. Et donc, c'est important d'avoir des moments, voilà, où on n'est pas tout le temps à 100%. Ouais. Alors, juste pour situer hein, quand même le niveau de performance dont on parle, hein, le 10 km, si mes infos sont bonnes, c'est 43 minutes 25 ton record, c'est ça à peu près? En marche, ouais, c'est ça, en marche. Mm. En marche, hein, bien sûr, en marche. J'ose même pas te demander en course combien tu ferais. En tout cas, ce que je sais, c'est que mon meilleur temps sur 10 km en course à pied, c'est 46 minutes. Donc, je situe à peu près la performance en marche à pied. Et sur 20 km, ça donne à peu près moins d'1h30, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ça fait moins d'1h29. Moins d'1h29. Et oui, toutes les secondes sont comptées à ce niveau-là. OK. Donc, en moyenne, ça veut dire marcher à plus de 13 km/h si mes calculs sont à peu près bons. Ouais, Euh, exactement. ouais, c'est ça, hein. On est en compétition, on est à peu près à 13,5. Et à l'entraînement, en marche, on est plutôt autour de 11-12 km/h. OK. Bon. Et comment tu as trouvé, enfin, je veux dire, comment t'es tombé dans cette discipline qui est quand même une discipline hyper pointue, pas très connue? Qu'est-ce qui t'est, enfin, comment t'es tombé là-dedans? En fait, c'est mon papa qui m'a initié à cette discipline-là. Lui, il est président du club d'athlétisme local. Et donc, j'ai toujours été dans ce milieu vraiment très athlétique. Et la marche, c'est un peu venu par hasard. Un jour, il m'a demandé si je voulais bien essayer. Et j'ai dit oui. Et c'est vraiment tout simplement de ce moment-là où, voilà, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment débuté avec la marche et j'ai jamais vraiment arrêté. Et mon père est devenu officiellement mon coach, en fait, assez tardivement. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, oui, donc mon père, aujourd'hui, me coach. Ça va être notre troisième année ensemble. Mais je trouve que l'histoire est vraiment belle parce que ça a été le premier qui m'a mis le pied à l'étrier dans cette discipline particulière qu'est la marche.
Et c'est avec lui que j'ai fait mes premiers Jeux Olympiques. Et il y a vraiment une histoire ouais, de boucle bouclée. Ok. Donc, ce que je comprends, c'est que tu as commencé avec lui, qu'il y a eu un moment où tu étais sans lui en tant que coach, et là, il est Mm. devenu coach il y a 3 ans, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai eu une période de 6 à 7 ans avec d'autres coachs. J'étais notamment sur un pôle France en fait, de marche athlétique pendant 6 ans. Après, j'ai eu une transition avec un autre coach et puis dernièrement, je lui ai demandé de reprendre mon entraînement. Ok, ok. Merci de nous partager les coulisses. Alors, ce que j'ai compris, c'est que tu as grandi dans les Vosges, donc dans un beau coin de France. À quel moment tu t'es dit, la marche athlétique, c'est vraiment le truc, c'est pour moi, quoi. Il y a aucun doute. Quand j'ai eu 17 ans, quand je devais quitter mon lycée pour aller du coup faire mes études supérieures dans une ville, la ville était Nancy et il s'avérait qu'à Nancy, il y avait justement un pôle France marche athlétique. Moi, à ce moment-là, dans ma vie, le sport, c'était un hobby comme la plupart des enfants. L'athlétisme, c'était mon sport, mais j'avais aucune ambition particulière d'en faire mon métier. Déjà parce que j'étais une athlète vraiment lambda et parce que j'ai jamais rêvé de faire du sport de haut niveau, d'être professionnelle. Et donc j'avais vraiment mon plan établi comme n'importe quel futur étudiant. Et en fait, on m'apporte vraiment, on m'offre une opportunité que j'ai saisie, qui était d'intégrer cette structure avec, tout en sachant que je n'avais pas le niveau pour y rentrer, mais c'était vraiment voilà, une opportunité qui s'ouvrait à moi en mode si je voulais essayer pendant un an, je pouvais le faire. Et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai essayé, c'est comme ça, je pense que j'ai pu vraiment voir si réellement c'était fait pour moi ou pas, puisque c'était vrai. Là, on partait d'une personne qui s'entraînait 3 à 4 fois en club, plutôt dans une énergie, voilà, pour le plaisir, un peu de compétition, mais il n'y avait pas de vraie performance et de dimension de haut niveau, à s'entraîner tous les jours et à être, pour le coup, dans une machine pour t'emmener vers du haut niveau. Et puis finalement, je pense que c'est vraiment là où j'ai testé au paroxysme finalement la discipline et finalement j'ai vraiment aimé ça. Donc, c'est en faisant, en fait, que t'es découvert un intérêt, une passion, et tu t'es dit, tiens, on peut aller plus loin. Ok. Et entrer, alors moi, j'ai jamais fait voilà, le pôle France au Crêpes, mais j'imagine un peu l'environnement très orienté sur la performance. Qu'est-ce que tu as découvert de toi en rentrant dans ce monde élite? Bah, je pense que j'ai expérimenté la mauvaise partie de ce que peut nous offrir le sport. Moi, quand j'ai rentré dans ce système-là, j'avais 17 ans et j'avais aucune. Je pense que j'avais des idées préconçues et sur ce que pouvait être finalement le sport de niveau. Et comme j'y suis rentrée par une espèce de petite porte où c'était pas vraiment une envie particulière, c'était pas un rêve, un objectif, c'était plus, bon bah voilà, on m'offre cette chance et je pense que je voulais tellement bien faire que j'ai trop bien fait avec des constructions mentales qui n'étaient pas forcément bonnes, un petit peu les mentalités à l'ancienne de marche ou crève. Et j'avais cette Hmm. vision très robotique, un côté un peu armé et militaire du sport, en fait, en me disant, bah là, t'as pas le choix. On t'a offert cette chance-là, tu rentres dans ce milieu que tu ne connais pas, je connaissais aucun code. Et donc, j'ai vraiment pris le côté, ok, robotique, on va dire, de la chose, en occultant totalement mes émotions, mes ressentis, ma fatigue et tout ce qui fait finalement qu'on est un être humain. Et donc j'ai fait ça pendant un an et demi en étant complètement déconnectée à vraiment à une déconnexion extrême de mon corps finalement. Et donc c'est à 19 ans que je fais ce burn-out-là. Donc ça m'a énormément appris parce que le burn-out n'a fait que ouvrir la porte à cette guérison et à cette... Finalement, je me suis vraiment rencontrée à travers la thérapie et tout ce qui a suivi post-burn-out. Ok, alors pour ceux qui voilà sont pas familiers du burn-out, ça s'est traduit comment chez toi? C'était des maux physiques, t'arrivais plus à voilà à t'entraîner, c'était mental. Comment ça s'est si tu peux nous en parler vraiment en quelques mots, hein. Bah, pendant un an et demi, tout allait super bien. Donc, j'entre dans cet univers-là du sport, on va dire, de haut niveau. Je progresse d'une façon hors norme. Et d'ailleurs, on le dit bien, on le dit souvent, même dans toute entreprise, les croissances trop fulgurantes, elles sont jamais très bonnes. C'est plutôt des choses qu'on cherche à éviter.
Parce que qui dit croissance énorme dit souvent il y a une décroissance derrière avant de retrouver une certaine norme. Et en fait, moi, j'ai vraiment connu ça. J'ai connu une croissance exceptionnelle. Et donc, on se dit, mais c'est génial. En 6 mois, un an et demi, on passe de l'athlète au local à l'athlète international. C'est complètement fou. Et puis, un matin, c'était le lendemain d'une compétition. Je me retrouve dans un état de fatigue assez intense. Et cet état-là me quitte pas pendant une semaine, 2 semaines. Et moi, je comprends pas trop pourquoi je réagis comme ça. Et mon coach m'explique que peut-être que j'ai besoin de plus de temps de récupérer que la moyenne, que voilà, on essaie de trouver des explications, donc on s'inquiète pas trop au début. Mais en gros, ce que je ressentais, c'est que j'étais plus capable du tout, mais plus du tout, de supporter la moindre charge d'entraînement. C'était pas Ouais. des courbatures, c'était pas musculaire, c'était juste je pouvais plus, je peux pas l'expliquer autrement. Vraiment, c'était devenu impossible, quoi. C'était un fardeau. J'ai l'impression que je pesais 3 fois mon poids. C'était vraiment ça. C'était l'impression que je pesais 3 fois mon poids et que du coup, je ne pouvais plus, en fait, faire de foulée. Et les semaines passent et finalement, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Je suis vraiment dans un état de fatigue assez intense, même le matin au réveil. Enfin, il y a vraiment une espèce de fatigue chronique qui s'installe. Et au bout de 1 mois, 2 mois, en fait, là, on commence vraiment à s'inquiéter. Donc, je fais des examens médicaux. On pense qu'il y a une carence, voilà, quelque chose qui est médical. Et en fait, à chaque fois, on me dit, bah non, tout va bien. Voilà, entre guillemets, je suis en parfaite santé. Et là, c'est un peu le cercle vicieux parce que je comprends pas ce qui se passe. Moi qui, en plus, n'a jamais écouté mes émotions, je fais comme d'habitude, j'essaye de faire j'ai ce réflexe-là de toujours, quand ça va pas, je prétends que ça va bien. Donc il y a vraiment une espèce de déni que j'entretiens encore et encore durant même le burn-out en me disant que ça va aller, que ça va repartir. Et, euh, et en fait, ça dure 3 mois comme ça. Et seulement au bout de 3 mois, c'est là en dernière option, on me dit va voir la psychologue de notre centre d'entraînement. Et c'est là, pour la première fois, en fait, où j'ai un diagnostic qui est posé et où on m'explique que tout ce que je ressens, tout ce qui s'est passé pendant 3 mois, bah, ça n'a rien à voir avec le physique, même si j'ai des symptômes physiques, ça vient de ma tête. Et honnêtement, à 19 ans, on est en 2017, à cette période-là, même si c'est pas si vieux que ça, et en même temps, ça fait quand même longtemps, ça fait 8 ans, on parlait pas de prévention mentale, en fait. Même dans un milieu de haut niveau, on avait certes une psychologue du sport à disposition, mais il n'y avait aucune prévention. Et pendant 3 mois, il n'y a personne qui a pensé qu'il pouvait avoir un problème qui était de l'ordre mental. Et c'est vraiment en dernier recours, un peu désabusé, qu'on m'a conduit en fait vers cette psychologue. Et ce qui est intéressant, et merci vraiment d'être voilà, transparente là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que, entre guillemets, tu as eu cette chance d'être encadré, accompagné, et voilà, d'avoir autour de toi des gens qui se sont inquiété à la fois de ta santé physique, puis ensuite, avec cette suggestion d'aller voir une psychologue de ta santé mentale. Et c'est vrai que dans la société, on a beaucoup de gens qui sont dépourvus de ça et qui ont des difficultés à voilà, exprimer ce qu'ils ressentent. Et je veux bien qu'on fasse tout de suite déjà le parallèle avec le monde de l'entreprise, parce qu'un manager qui se retrouve dans une situation où il commence à douter de ses capacités, à douter de son, voilà, vraiment de son aptitude voilà, à travailler. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire juste en première instance? Bah, ce que moi je n'ai pas su faire, donc aujourd'hui c'est ce que je conseille, c'est parler en fait, communiquer sur ses problèmes, penser qu'on peut tout gérer soi-même et penser que accepter une main tendue, c'est être faible. Avoir cette espèce d'ego qui nous dit que non, on peut prendre sur soi, prendre sur soi et encore prendre sur soi. Finalement, c'est un manque de respect envers soi-même. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à travers le burn-out et tout ce qui a suivi derrière. C'est que la première chose que je n'avais pas, c'était de l'amour pour moi-même et du respect pour moi-même. Et en fait, on vient à travers notamment le travail, quelque chose qui est extérieur, en fait, se construire une espèce de pseudo-carapace, identité et valeur de soi, au lieu de comprendre, et on le comprend, là je l'ai compris tard, mais c'était de se dire, en fait, j'avais beaucoup de choses à comprendre avant chez moi, bah, regagner une confiance que j'avais pas, qui avait sans doute été brisée à l'adolescence,
comprendre que ma valeur ne demeurait certainement pas dans des médailles et dans une réussite sociale. Donc, ça pourrait être effectivement des diplômes, un travail, une promotion dans le monde entrepreneurial et de l'entreprise. Et se dire, bah non, moi, je donne toujours l'analogie de l'arbre. Je crois qu'on avait peut-être parlé ensemble. C'était de se dire qu'en fait, on a des racines. C'est les racines, personne, dans ton entreprise, personne va les voir. T'as beau être manager, voilà, t'as une place dans l'entreprise, mais personne verra tes racines. Tes racines, c'est ton ancrage, c'est toi, c'est ta famille, c'est tout ce qui fait que à la fin de la journée, en fait, c'est tout ce qui va compter. Si tes racines, elles sont pas suffisamment profondes, suffisamment ancrées, t'auras beau, en fait, avoir ces magnifiques branches et ces feuilles, donc toute ta réussite sociale, tout ce que les autres vont voir. Si l'arbre, il n'est pas profondément ancré, à un moment donné, il va casser, il va tomber. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, ce qui se passe avec le burn-out, c'est qu'à un moment donné, bah, moi, ça, c'était vraiment cette ascension fulgurante et euh, tout, on va dire, tous mes traumas, ils étaient contents parce que tout mon cerveau, il était content. Il disait, ah, bah, super, allez, hop, on a trouvé quelque chose, c'est bon, en fait, on a super confiance en nous, oh, bah, on gagne des médailles, bah, c'est génial, bah, c'est ça la vie, c'est bon, j'ai confiance en moi. Puis à un moment donné, ça monte, ça monte, ça monte tellement haut, mais au plus profond de toi, ton cerveau, il voit bien que t'es malheureuse, en fait, ou que t'es malheureux, que ça va pas à l'intérieur. Et c'est là, c'est exactement là où l'arbre tombe. Et quand l'arbre tombe, il tombe. En fait, il peut pas repousser. Il est cassé. Voilà, il est cassé et les racines, il faut s'en occuper. Et donc, c'est là que commence toute la thérapie, en fait. Et, euh, et donc, je pense que la première des choses, en tout cas, quand je vois un petit peu, parce que un burn-out, souvent ce que les gens disent, et c'est comme ça qu'aussi je l'ai vécu, on a l'impression, parce que c'est quand même le cas, c'est du jour au lendemain, on se réveille, on a un légume, entre guillemets, si je caricaturise. Sauf qu'en fait, avec la thérapie, on se rend compte que certes, vraiment, chimiquement, oui, du jour au lendemain, ça se produit comme ça, sauf réellement, le processus, il se passe des mois avant, peut-être des années avant. Pendant des années, on n'a pas entendu, pas vu les symptômes, parce que le corps est magnifique, le corps est formidable, le corps nous envoie en permanence des signaux, tout le temps, avant d'arriver au point de rupture. Et souvent, en tant qu'humain, quand on est déconnecté de ses émotions et de son corps, on va jusqu'au point de rupture. Donc ça peut être une blessure, ça peut être plein de choses. Ça peut être un burn-out. Mais avant ça, il y a toujours, toujours, toujours eu des symptômes. Et effectivement, à travers la thérapie, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup de moments dans ma vie où j'ai eu ces signaux-là, même assez graves, et je les ai pas écoutés. Donc, si j'avais un conseil à donner effectivement à ce manager-là qui se sentirait pas bien, c'est au premier symptôme, ne vous croyez pas que vous êtes un super-héros en fait. C'est parler, 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 parler autour de vous. Ouais. Merci, merci Clémence. On sent que voilà, c'est fort chez toi et que c'est devenu une sorte de combat, hein, d'essayer d'accompagner voilà, les gens dans l'évitement de cette souffrance, parce que ça reste une souffrance, le burn-out, et c'est recommandable à personne. Et pourquoi c'est devenu un combat? Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide aussi, toi, à mieux te gérer au quotidien, d'en parler, d'extérioriser, de conseiller, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as tout simplement envie de partager, ou est-ce que c'est un mix des deux? Enfin, comment tu vois les choses par rapport à ça? Je pense que dans un premier temps, ça a dû en tout cas m'aider à faire. C'est aussi quelque chose qui est personnel, ça a dû aussi me nourrir dans le sens où j'ai dû terminer une forme de thérapie à travers l'échange que je pouvais avoir, communiquer sur ce que j'ai vécu. Et puis, je pense que j'ai vraiment eu envie d'aider les gens à travers la voie que j'ai, entre guillemets, à mon échelle. C'est vrai que à travers le fait d'être sportif de haut niveau, sportif olympique, on a voilà, une accessibilité un peu plus grande que d'autres personnes de pouvoir communiquer, parler, intervenir en entreprise notamment. Et j'ai forcément pris ce sujet-là de la santé mentale, de la résilience, de l'intelligence émotionnelle, parce que c'est des choses qui, voilà, sont en lien avec ce que j'ai vécu et c'est des choses aujourd'hui où je suis convaincue à 1 milliard de pourcents que la performance aujourd'hui, comme on en entend beaucoup parler dans le sport, dans l'entreprise, elle ne peut pas exister sans cette connexion à l'humain et aux émotions. Et c'est vraiment voilà, quelque chose que j'aimerais communiquer encore et encore et encore, puisque je pense qu'il y a encore beaucoup de fausses croyances en fait qui sont liées à la performance et au management. Ouais. Et je crois avoir lu d'ailleurs que tu parles de performance positive. Qu'est-ce que tu entends par là et comment ça se traduit dans ton quotidien à toi? En fait, si tu isoles une performance,
Tu peux tout de suite te dire, ah bah c'est génial. Par exemple, tu vas prendre mon cas à l'époque où je performais avant le burn-out, tu dis c'est super, la fille elle performe, il y a des médailles. Sauf que quand tu analyses sur du long terme, en fait, tu te rends compte que dans la mentalité que j'avais avant, certes me menait à la performance, elle n'était pas durable. Elle n'était pas durable parce que j'avais tout un mode de fonctionnement et de pensée et de réflexion qui m'a mené finalement à la porte du droit au but du burn-out. La performance, pour moi, elle doit être positive et durable. Et ça, c'est quand on se focalise non pas sur le résultat. Et ça, beaucoup trop de gens se focalisent sur le résultat et non pas sur le processus. Et c'est ce processus-là qui t'amène vers une performance qui peut être durable et positive. Dans le monde du sport, mais je pense que c'est aussi lié au monde de l'entreprise, ça va être l'intégrité. C'est quelque chose qui est essentiel pour moi aujourd'hui, c'est l'intégrité physique et mentale de la personne. La performance, tu peux y aller, tu peux très bien dire, ah bah avec toutes les fins, tous les moyens, j'irai à la performance. Oui, ok, tu peux faire ça. Sans morale, sans éthique, tout ce que tu veux. Je peux prendre par exemple, non, je peux prendre du dopage. Ah bah oui, je serai performance. Mais pour moi, encore une fois, c'est des performances qui ne seront pas positives et ni durables. Donc, mon pilier numéro un, c'est l'intégrité. Ensuite, il y a cette notion de bienveillance que j'explique aussi beaucoup. Parce que là encore, on est tellement dans de l'exigence, on s'entraîne énormément, on travaille beaucoup en tant que manager, mais il y a une limite à avoir. C'est-à-dire que si je vais dire quelque chose quand je vais dire à des gens, je m'entraîne 15 heures semaine, je fais plus de 120 kilomètres, ça peut paraître fou et se dire, bah non, c'est pas de la bienveillance. Bah justement si en fait, parce que déjà mon corps, tout est dans la progressivité, mon corps aujourd'hui est capable de faire ça. Et aujourd'hui j'ai ce respect envers moi-même où je sais en fait m'arrêter quand je suis trop fatiguée. Ça c'est quelque chose qui est chez moi, euh, qui est non négociable. Quand je suis trop fatiguée, j'ai cette bienveillance et ce respect envers moi-même et je sais adapter. Et ça devrait être pareil en entreprise. Quand on sent qu'on est trop fatigué, on sent que c'est même plus productif quelque part, parce que c'est comme ça, hein, dans le monde du sport, beaucoup trop d'athlètes se surentraînent et tirent sur la corde jusqu'au point où il y aura des blessures, etc. Mais c'est pareil en fait dans le monde de l'entreprise. On est juste avant tout des humains. Faut arrêter de penser qu'on est des machines. Aujourd'hui, on est entouré de machines qui font tout leur travail, mais nous, on est humains avant tout. Et donc, c'est vraiment voilà, se dire, j'ai cette intelligence finalement de m'arrêter avant quand ça devient trop dur et quand je suis trop fatiguée. Parce que là encore, sur le long terme, ça paiera. Le repos fait partie de l'entraînement. Le repos fait partie de la performance. Ça aussi, c'est des notions que je n'avais pas avant, évidemment, quand j'étais très jeune, quand je m'entraînais avant le burn-out. Mais aujourd'hui, voilà, on le sait, le repos fait partie intégrante de la performance. Et puis, il y avait autre chose que je voulais te dire aussi, qui est le plus grand, un des plus grands aussi. Mais en fait, c'est ma philosophie, si tu veux. C'est vraiment ma philosophie, c'est ne pas s'entraîner plus dur, mais s'entraîner plus intelligemment. Ça, c'est vraiment, si je pourrais résumer en une phrase, ma philosophie aujourd'hui d'entraînement, c'est ça, c'est s'entraîner smarter, not harder. C'est vraiment ça. Merci. Tu as touché du doigt quelque chose qu'on abordera à nouveau plus tard, qui est cette espèce de robustesse durable, hein, dont Olivier Hamon, qui est un biologiste, biomimétiste, parle beaucoup. Il fait la différence entre la performance, effectivement, qu'on connaît bien dans les entreprises, avec les indicateurs, avec ce rapport au court terme, Voilà. ce rapport à la marge, ce rapport à la rentabilité, etc. Et en même temps, bah, cette robustesse durable qui fait qu'à un moment, on est toujours là dans 30 ans et qu'on est toujours en Mm. bonne santé avec autant voilà, de nouvelles idées, autant d'impact sur le marché. Alors, on va passer au monde de l'entreprise puisque voilà, je sais que tu as initié un podcast avec l'entreprise Bouygues qui s'appelle Bâtir pour soi. Tu vas nous en dire un mot. Alors, tu interviens donc dans les entreprises sur des sujets comme ceux qu'on vient d'évoquer, hein, la résilience, la gestion des émotions, la santé mentale. Pourquoi tu as choisi de toucher ce monde professionnel plutôt que voilà, de faire, pourquoi pas, un podcast pour des sportifs? Enfin, voilà, là, tu t'es orienté sur le monde professionnel. Qu'est-ce qui a créé ce déclenchement? C'est une bonne question. Je pense que c'est un peu des opportunités de vie qui m'ont mené à prendre la parole souvent du coup devant des entreprises et j'ai eu moins de propositions pour des publics sportifs et j'aimerais beaucoup. Euh,
Je pense aussi qu'aujourd'hui, quelque part, pour être tout à fait honnête, le monde de l'entreprise est peut-être plus ouvert que le milieu sportif. Je trouve que le milieu sportif est très souvent utilisé pour l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise a compris qu'on a besoin, par exemple, que les sportifs peuvent avoir apporté quelque chose à l'entreprise et au management. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée. Et je trouve que le milieu sportif, lui, a du mal à, justement, il y a aussi beaucoup de choses à prendre, notamment dans le management. Alors, il y a beaucoup de types de management, mais en tout cas, euh, voilà, certains managements auxquels je crois, je pense qu'on aurait tendance à avoir besoin de ce management d'entreprise pour nous, athlètes. C'est voilà, c'est que mon ressenti, ça peut faire débat, mais je trouve que ça marche dans les deux sens. Et le milieu sportif est, je trouve, assez en tout cas en France, a beaucoup de mal à se remettre en question. Il y a encore beaucoup de coachs qui ont des mentalités, même des approches de coaching qui sont basées sur des méthodes d'entraînement assez vieilles et qui aujourd'hui, avec la science, euh, on sait au niveau, avec la lecture scientifique qu'on a, que c'est des méthodes d'entraînement qui sont mais désuètes et pourtant, voilà, on est encore coaché comme ça. Pareil pour la nutrition. En fait, je trouve que notre approche au niveau sportif en France n'est pas assez euh, on n'écoute pas assez en fait. Il y a la science. Moi, là, quand je m'entraîne en Australie, c'est ma troisième année. Je vois le rapport qu'ils ont en fait avec les dernières études scientifiques, avec plein de choses, et je vois à quel point on est en retard. Et encore une fois, tant pis, je vais pas me faire des amis, mais si je parle de ma fédération et je sais tout ce que je leur dois et je veux pas critiquer non plus ma fédération, mais quand je vois que on a seulement eu depuis, si je dis pas de bêtises, 2 ans ou 3 ans une psychologue avec nous en stage et en compétition, bah, je me dis c'est un peu c'est compliqué quoi. Ça aurait dû être le cas depuis je sais pas au moins 10 ans même plus en fait. En fait, je trouve que on est au balbutiement de voilà de commencer à comprendre ah bah que oui peut-être en fait tout ce qui est autour de la psychologie, des approches cognitives, de plein de choses, bah c'est peut-être la clé en fait. Ça devrait peut-être être la base euh, d'un humain. En fait, on met vraiment la charrue non, les charrues avant les bœufs. Tu sais, on est omniprésent sur la perf, la perf. Ah bah non, mais l'athlète, il s'entraîne tous les jours, c'est la perf, la perf. Oui, bon, ok. Puis peut-être en annexe, on va parler de la psy. Mais non, en fait, c'est la performance, tu n'y arrives que si tu es bien dans ta tête, dans tes baskets. C'est clair. Si tu es un athlète, il aura beau être le talent, même un lion marchand. Mais si du jour au lendemain, sa petite copine le quitte, sa maman, elle a un problème de santé, tu vois, en fait, c'est tout ton environnement qui détermine ta performance. C'est pas que toi et ton physique. Encore une fois, on n'est pas des machines. Et donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette dimension 360 et holistique, en fait. On est vraiment centré uniquement sur du physique et la data. Alors ça, la data, par contre, c'est la grande mode. Et on en pourra aussi en parler. C'est trop de data, tu la data, et on devient esclave de la data. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'énerve beaucoup dans le milieu sportif. C'est que oui, la data, c'est fantastique. Ça, je suis d'accord à 1000%. On en a besoin. Mais certains ne savent pas l'utiliser à bon escient. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant d'avoir cette voix parce on est habitué à entendre qu'il y a des choses à aller chercher dans le monde sportif et à aller intégrer dans le monde professionnel. Et toi, tu ouvres une voie qui est aussi de dire peut-être qu'on a des choses à apprendre du monde professionnel, du monde de l'entreprise et à importer dans le monde sportif. Est-ce qu'il y a quelque chose notamment chez Bouygues, puisque voilà, t'es peut-être un peu plus proche de cette entreprise en ce moment. Est-ce qu'il y a une bonne pratique où tu te dis, tiens, ça, c'est quand même cool, c'est des trucs qui pourraient marcher dans le monde sportif? Je pense que j'ai pas assez de recul aujourd'hui pour te donner une réponse par rapport à Bouygues. Euh, Après, si je vois vraiment dans mon service à moi, parce que Bouygues, on parle voilà, c'est une entreprise du 440, donc c'est très compliqué de parler à l'échelle de Bouygues. Mais moi, spécifiquement où je suis, ce que j'apprécie beaucoup dans ce type de management-là, c'est, on va dire, ce qu'on pourrait appeler le management participatif. C'est-à-dire que, alors là encore, ça fait débat, il y en a qui vont être pour une hiérarchie très établie. Je pense que la hiérarchie, elle est là. C'est-à-dire que oui, il en faut dans toute société, c'est normal, etc. Mais il n'y a pas besoin de en fait, quand c'est ton manager, c'est ton manager. T'as un patron, etc. En fait, le cerveau le sait. Toi, tu le sais. Bah oui, c'est mon boss. Mais pour autant, t'es pas obligé d'arriver dans ce truc hyper descendant et vertical. Et je trouve que là où je suis,
c'est assez cool parce qu'il y a ce côté-là où chacun connaît sa position, son rôle, mais pour autant, et c'est quelque chose qui d'ailleurs, là je fais la parallèle avec le sport, qui moi m'a beaucoup, beaucoup fait souffrir quand j'étais plus jeune dans le milieu sportif, c'est ce côté, on te rappelait que finalement tu n'es que, tu vois, donc dans le milieu sportif, tu n'es que voilà, petite espoir ou junior qui n'a pas encore fait ses preuves, ou alors tu n'es que petit employé qui n'a pas fait ses preuves. Et dans ce management-là, qui est plutôt participatif, c'est-à-dire que tu es avant tout un collaborateur, tu fais partie d'un grand tout, tu fais partie de quelque chose, et donc ta voix compte, et donc on t'écoute. Et pour moi, ça, c'est fondamental parce que je parlais d'intégrité, bah, c'est ça, intégrité et respect. C'est-à-dire que peu importe qui tu es, on s'en fout que tu sois le PDG ou que tu es juste employé. En fait, tu as une voix. Tu as été recruté pour quelque chose. Donc, c'est normal qu'on t'entende. Et tu n'as pas à te sentir complexe d'infériorité. Ah, mais pourquoi quelqu'un m'écouterait? Parce que non, juste tu parles, tu es humain avant tout. Et encore une fois, là, ça fait appel à tes racines, en fait. Les racines, euh, les racines s'en foutent mais à un point monumental de tout ce qui va être justement tes diplômes, ton argent, la place que tu as dans la société et tes médailles. C'est juste ta voix, en fait. C'est qui tu es, c'est être et non faire, en fait. C'est vraiment être avec un grand E et beaucoup, voilà, toujours cette espèce de... entre faire et être, entre être et faire. Et dans le milieu sportif, c'est quand même assez c'est très superficiel. Et justement, il y a ce côté-là que j'ai toujours détesté, c'est de te rappeler qu'en gros, bah, t'existes pas et on t'écoutera pas si t'as pas, voilà, eu des médailles. Même si t'es un gros, faut pas dire de gros mots, hein, mais même si t'es un gros con, bah, si t'as fait des médailles, bah, en gros, ta voix comptera dans l'équation Ouais. auprès des décideurs. Et ça, je déteste. Il y a énormément de passe-droits, c'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup blessée. Euh, Moi, on m'a même dit quelque chose quand j'étais jeune, du genre, de toute façon, toi, t'es trop jeune pour savoir ce qui est bon ou pas bon pour toi. Donc, tu devrais, en gros, tu dois nous écouter et si on te dit quelque chose, tu le fais. Et c'est un truc qui m'a un petit peu marqué à vie, cette phrase, parce que je me suis dit, mais de quel droit des gens qui ne sont pas dans ma tête ni dans mon corps sauraient mieux que moi ce que je pense être bon? Alors, c'est pas pour autant, effectivement, tout est dans l'échange. C'est-à-dire qu'on se nourrit du coaching, on se nourrit d'un manager, mais il y a un échange verbal qui doit se créer. Et pas simplement, bam, non, non, toi, t'es trop jeune pour savoir, en gros, tu te tais et t'écoutes. Ça, je déteste. Et donc, je pense que autant le milieu sportif que de l'entreprise, je pense que c'est hyper important de développer euh, un terrain d'échange, en fait, hyper sain, où on accueille la parole et on développe justement ça. Ouais. Alors ça me fait tout de suite penser à ce qu'on appelle la communication non violente. Est-ce que voilà, la CNV, c'est des choses que vous pratiquez de temps en temps dans le milieu sportif ou j'entends que pas encore? Non. Non, je pense Non. que vraiment, ils sont à des, j'ai pas envie de Ouais. dire à des années-lumière, mais je pense qu'ils sont très, très, très loin encore de comprendre tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est PNL, tout ce qui est communication non violente. Tout ça, on en est loin, loin. En fait, c'est un milieu d'hommes, principalement. Un milieu d'hommes, j'ai envie de dire scientifique, mais à la fois, ils sont un peu à la ramasse, des fois, scientifiquement parlant. Donc, c'est un espèce de machine lente qui a du mal à avancer. Alors, ça avance quand même, hein, mais c'est lent et c'est long, je trouve. Donc non, on n'en est pas encore là, du tout. Du tout, du Ouais. tout. Et Ah, vraiment, c'est intéressant parce que on voit bien le parallèle entre, j'allais dire, le salarié qui entre dans une grande entreprise et qui essaye de faire avancer d'une certaine manière la machine, et puis le jeune athlète espoir qui démarre dans un système qui est beaucoup plus grand que lui et qui, au bout d'un moment, comme tu le décris très bien, est freiné par ce système dans ses performances. Et donc, on voit bien que dans l'entreprise, il peut y avoir aussi ce genre de parallèle. Alors, on va revenir sur Bâtir pour soi, hein, qui est le podcast qui décrit bien, enfin voilà, son nom est assez clair, hein, après tout ce que tu viens de nous dire sur voilà, qui de mieux que soi peut être dans son corps et dans sa tête, bâtir pour soi porte bien son nom. Alors, aborder la santé mentale dans le monde de l'entreprise, c'est pas forcément évident. On peut vite tomber dans une sorte de happy washing. Comment tu fais pour éviter ça? C'est-à-dire éviter de montrer que la face, je dirais, joyeuse d'une entreprise participative, comme tu l'as dit. Voilà, comment tu fais pour que les choses soient authentiques finalement? je pense que ça vient du fait que j'utilise beaucoup mon expérience et des anecdotes personnelles.
Il y a aussi pas mal d'intervenants voilà, de qualité sur des thématiques bien précises, toujours en lien avec, on va dire, la psychologie, la santé mentale qui interviennent. On n'est pas là, comme tu dis, à faire du... Je pense on est un podcast qui est éducationnel. Donc, on n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour démocratiser des grandes thématiques qu'on a tous entendu parler, mais pour la plupart du temps et des gens, souvent, c'est des amalgames ou des... Par exemple, le mot burn-out, c'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui, depuis quelques années, mais beaucoup de gens ne savent pas réellement ce que c'est le syndrome du burn-out, le syndrome d'épuisement, euh, ne savent pas forcément faire la différence avec une dépression, et, et du coup, c'est devenu un peu, c'est tombé dans le langage courant presque, et pour un simple coup de fatigue ou ce que j'appelle le surménage, qui est aussi un épuisement mais passager, les gens ont tendance à dire, ah, je suis en burn-out, je suis en burn-out. Et bah voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais le but, c'était justement de redonner en fait le pouvoir aux gens à travers de l'éducation vraiment vulgarisée sur toutes ces thématiques-là. À chaque fois, en apportant en plus euh, un côté un peu plus humanisé et plus concret avec des anecdotes. Ok. Et juste pour ceux qui nous écoutent, on le trouve où ce podcast? C'est pas, enfin, voilà, c'est un podcast qui est ouvert au public ou uniquement fermé à Ouais, c'est l'entreprise? un podcast qui, du coup, qui est diffusé en interne chez Bouygues, mais également effectivement en externe, et c'est retrouvable sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, Bâtir pour soi. Bah, écoute, merci. On va s'empresser d'aller t'écouter. Bon, les parallèles, ils sont évidents entre le sportif, enfin, entre le sport de haut niveau et le leadership. On l'a évoqué. Le podcast, hein, Les Échappées du leadership, porte sur la mise en mouvement des leaders pour les amener à ouvrir le champ, voir des solutions différentes, se mettre aussi dans une dynamique qui amène les gens à marcher à côté d'eux, avec eux, et non pas juste les diriger. Euh, Par rapport à ça, bon. Moi, je comprends que tu construis et tu continues de construire ta carrière sportive et en même temps, tu commences à accompagner, à aider, à soutenir les autres, hein, ceux qui nous entourent, à bâtir un équilibre voilà, un peu plus durable. Comment tu arrives à mêler tout ça? Parce que niveau agenda, ça doit être un peu speed. Oui, oui, c'est compliqué parfois. Après, c'est comme tout, faut trouver son organisation. Le sport reste et restera toujours numéro un et au centre tant que je suis en carrière sportive. Et après, c'est autour du sport, j'essaye d'articuler en fait les autres projets. Alors certes, il y a notamment Bouygues, il y a mes interventions en entreprise, puis après, il y a tout ce qui est aussi ma vie privée personnelle. Mais j'essaye, voilà, il y a des moments, il y a des phases où c'est un peu plus, on va dire, j'ai un peu plus de temps pour m'accorder du temps sur le travail autour de Book et du podcast. Puis il y a des moments où c'est quasiment impossible de travailler en plus de l'entraînement. Donc voilà, je pense que c'est jamais linéaire. Et voilà, faut trouver son organisation. Ok. Bon. L'équilibre, de toute façon, c'est un truc voilà, qui se travaille en permanence, hein. J'imagine que t'es pas à l'abri de ça. Malgré toutes les expériences vécues, voilà, on doit continuer, j'imagine, à travailler là-dessus. Peut-être on va revenir sur la question de la marche, et pas forcément de la marche au sens athlétique et au sens la performance du terme, plus vraiment la marche au sens, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais de la marche dans mon quotidien, comment j'utilise la marche. On dit souvent que voilà, on trouve parfois des bonnes idées en marchant. Est-ce que toi, tu as souvenir voilà, d'une solution que tu aurais trouvée à un problème en marchant? J'ai envie de dire c'est presque quotidiennement parce que étant donné que je marche, alors certes moi je marche un peu plus vite que les autres, mais je marche tous les jours, pour le coup vraiment tous les jours, au minimum 1 heure. Euh, je suis tout le temps dans mes pensées. Je pense que c'est devenu une sorte de routine, je fais même plus attention, mais forcément quand on marche plusieurs kilomètres comme ça chaque jour, bah c'est un peu une marche avec soi-même, hein, quelque part. Donc évidemment il y a plein de choses qui nous viennent en tête. Il y a un côté très méditatif à juste marcher. C'est hyper bon pour le cerveau, hein. Le cerveau, il fonctionne on est branché sur des ondes, hein. Et quand on marche, si on est vraiment relaxé et qu'on marche, on peut arriver sur une onde, je dirais l'onde θ, qui est l'onde qu'on peut avoir quand on conduit. Et à un moment donné, on part loin dans ses pensées et on se dit, ouais, mais il s'est passé combien de temps là? Comment j'ai fait pour conduire? C'est l'état modifié de conscience, l'état hypnotique, l'état θ. Et effectivement, en marchant, on peut l'avoir en ayant un peu, comme on a cette expression, la tête dans les nuages, la tête on était un peu dans la lune.
Bah, c'est exactement ça. Et je pense dans cet état-là, c'est un état de relaxation profond, un état de relâchement. On n'est plus dans le mental. Et c'est là que peuvent venir effectivement plein de choses positives. En tout cas, la marche, voilà, comme forcément, tu le sais, tu prêches une convaincue, mais c'est vital en fait. C'est vital de marcher, vraiment vital. Ouais. Et tu viens de parler de méditation. Est-ce qu'il y a enfin, voilà, des pratiques que tu as qui t'aident, toi, au quotidien, à te recentrer et à t'aligner au-delà de la marche? La respiration et la méditation en font partie, complètement, ouais. Alors, souvent, le mot méditation fait peur. On a cette espèce d'image du moine bouddhiste en habit traditionnel. Alors qu'en fait, la méditation, c'est tellement simple, c'est tellement accessible. Et c'est dommage qu'on a cette image connotée, justement, alors qui existe, hein, mais qui est l'image ancestrale et pas du tout actuelle et moderne de nos sociétés. La méditation, globalement, pour faire court, c'est juste fermer ses yeux. Ça va être prendre des grandes inspirations, expirations, et ça va être se connecter à son corps. On va mettre une main au milieu de sa poitrine et l'autre sur son ventre, et on va mettre une intention. Une intention, par exemple, alors, il y a 1 million de formes de méditation, hein. Vraiment, je vous en donne une, mais il y en a, on peut tout faire avec les méditations. Se dire, ok, aujourd'hui, je me concentre sur justement, je vais être relâchée, ou je veux vivre le moment présent, ou aujourd'hui, j'ai une présentation importante à faire devant mes collègues. Et en fait, c'est prendre un moment pour soi, où on se connecte vraiment à son corps et on expulse un petit peu bah, tout le négatif, où on analyse, si on voit les pensées, les peurs qui arrivent, c'est par là son corps. Moi, souvent, dans le sport, parce que j'en demande beaucoup, beaucoup à mon corps, souvent, je pratique la gratitude à travers une petite méditation. En fait, je remercie mon corps pour tout ce qu'il me permet de faire. Parce que des fois, je veux jamais prendre les choses pour acquis. Et je veux jamais me dire que ce qu'il fait, c'est normal. Et ah, tu devrais encore en faire plus. Allez, tu pourrais pousser encore plus. En fait, je prends vraiment ce temps, ce respect. Encore une fois, on revient au respect et l'intégrité. C'est vraiment parler à son corps. Le discours interne est extrêmement important en neurosciences. Et je parle à mon corps. Bref, je le personnifie et je le remercie pour aujourd'hui parce qu'il a été fort et puissant et que je prends pas ça, ouais, je prends pas ça pour acquis, quoi. Et je le remercie. Vraiment, on peut faire beaucoup, 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 beaucoup de choses avec la méditation. Il y a aussi bah, la cohérence cardiaque, mais qui revient à faire de la régulation, hein, donc avec de la respiration, tout simplement. La respiration, c'est aussi, s'il y a bien, on va dire, un hack dans la vie, un hack le plus extraordinaire qui existe et qui est le plus accessible au monde et que les gens n'ont pas conscience et sont coupés de ça, c'est la respiration. Aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à respirer très haut, avec, comme on dit, avec les épaules. On a tendance à être complètement crispé, à somatiser partout. C'est reprendre possession de son corps, ça repasse par des choses toutes simples, mais c'est justement réapproprier la respiration et faire des exercices de respi, des exercices de libération bah, somatique du corps. Euh, les gens qui nous écoutent, j'invite à leur faire prendre conscience de quelque chose. Souvent, et peut-être là maintenant, quand vous nous écoutez, vous avez les épaules qui remontent. Vous avez la mâchoire qui est crispée ou de travers. Ah bah même moi je passe encore dessus, enfin la mâchoire. Bah ça, il n'y a rien de pire que ça, c'est le corps qui a emmagasiné des années et des années et des années de colère, de frustration, d'émotions non dites. Et on a les épaules qui ont tendance à remonter, la mâchoire qui se crispe, on a la nuque qui fait mal. Bah, tout ça, c'est de la pure somatisation du corps. Et avec la respiration, on peut libérer justement ces émotions-là qui sont cristallisées. C'est passionnant. J'imagine qu'un jour, tu feras peut-être un épisode de podcast sur tous ces conseils, ces tips, méditation. Est-ce que tu pratiques aussi la visualisation? Voilà, quand tu as Ouais. des objectifs un peu importants à obtenir. Ouais, tu pratiques la visualisation? Ouais, ouais, ouais. Bah, pareil, encore une fois, enfin, ça c'est complètement prouvé 1 million de fois par la science, les neurosciences. Donc oui, oui, la visualisation hyper important, surtout dans le milieu sportif, mais pour n'importe qui. Et j'y vais vraiment loin, c'est-à-dire que je m'écris des choses, ça va être même un fond d'écran. En fait, le plus mon cerveau voit l'objectif et pense qu'il l'a déjà atteint, que l'objectif a déjà été réalisé et déjà créé,
Là, pareil, un petit hack pour les gens qui nous écoutent. Le cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose qui s'est réellement passé et quelque chose de fictif. Donc, à partir de là, vous pouvez faire croire à votre cerveau n'importe quoi tant que vous lui apprenez comme un programme informatique. Si vous lui envoyez une donnée entrante et que vous lui faites croire vraiment en le visualisant, en sentant, en voyant, en répétant cette information-là que ça a déjà existé, que c'est là dans votre vie déjà, et ben votre cerveau, en fait, c'est OK. OK, bon, bah d'accord, ça existe déjà, on l'a déjà eu. Ce qui va faire que vous allez avoir une facilité beaucoup plus grande à atteindre en fait cet objectif-là, parce qu'il n'y aura pas une inconnue. Le cerveau déteste l'inconnu. Alors là, le cerveau, il aime la routine, il aime les choses qui lui sont familières. Et quand vous visualisez quelque chose qui vous paraît, et en plus si vous émettez à votre cerveau, ah mais c'est un rêve, c'est hyper compliqué à voir, en fait, Hmm. globalement, vous coupez déjà l'herbe sous le pied, quoi, ça marchera pas. Alors que si vous avez cet objectif-là et que vous ne voyez que ce n'est pas un rêve, mais un objectif, déjà dans la rhétorique, c'est complètement différent pour le cerveau. C'est un objectif et on va mettre toutes les techniques existantes en termes de neurosciences pour y arriver. Le travail est déjà fait à 50%, je pense. Vraiment, je pense que sur n'importe quel objectif, si on met le travail en place mental, il y a 50% de l'objectif qui sera déjà atteint. C'est ça, c'est extraordinaire parce que pour le coup, tu vois, tu parlais tout à l'heure de, voilà, des parallèles entre le monde de l'entreprise et le monde sportif. Moi, j'ai travaillé 15 ans dans le monde de l'entreprise. Jamais je n'ai vu un manager pratiquer ni la méditation ni la visualisation. Et ça ouvre un champ qui est quand même absolument extraordinaire sur la question de la robustesse, c'est-à-dire comment j'imagine cette performance de façon durable au-delà de mon entretien annuel qui va me dire, OK, tu as atteint tes résultats et donc tu as ta prime, qui est un peu le réflexe malheureusement qu'on peut avoir dans les systèmes classiques en entreprise et qui ont bien entendu leurs limites. Alors on va revenir sur la question de comment finalement la marche pourrait aider, accompagner les managers qui nous écoutent, les entrepreneurs. Ça serait quoi, selon toi, l'usage de la marche dans la pratique de management? Je vais prendre un exemple tout bête. Il y a ce qu'on appelle Pôle emploi a lancé un programme qui s'appelle, je ne sais plus comment ils l'ont appelé ce programme-là. En gros, c'est un programme où de façon anonyme, les demandeurs d'emploi et les recruteurs se retrouvent dans un gymnase ou sur un stade d'athlé. Et durant une matinée, ils vont faire des jeux ensemble d'athlétique et de sport. Donc, déjà, pour moi, la première chose pour répondre à ta question, c'est que il n'y a pas cette espèce de codes sociaux qui créent une espèce de malaise où t'es pas vraiment toi, mais tu joues une espèce de rôle. Et donc, tu vas pas réellement voir, en fait, dans l'humain qui est derrière ce costume, par exemple. Et donc là, tu te retrouves avec des gens bah, qui sont juste comme toi et moi, et en fait, tu sais pas qui est le recruteur et qui est le demandeur d'emploi. Et c'est seulement l'après-midi où en fait, ils font des job dating, comme ils appellent, voilà, des job dating. Et donc là, seulement, ils voient qui est qui. Mais en fait, la glace est brisée et tu vois à travers le mouvement des aptitudes que tu ne verrais pas dans le milieu de l'entreprise classique. Euh, Tu sais, il y a beaucoup de... Les soft skills, pour moi, elles sont presque autant importantes aujourd'hui que les hard skills. Parce que imagine, tu as quelqu'un qui est extrêmement bon pour... tu vois, tu as un ingénieur et en fait, il est extrêmement bon pour une tâche précise, très technique. Mais en fait, cet ingénieur-là, socialement parlant, c'est terrible en fait. Il a pas d'esprit d'équipe, il est hyper égoïste, il n'arrive pas à déléguer, bref, En fait, il a quasiment pas de soft skills. Bah, pour moi, ça pose problème. Parce que certes, il est extrêmement bon dans ce qu'il fait, mais individuellement. Et en fait, ça ne peut pas s'intégrer à une équipe, en fait. Et euh, pour moi, c'est que de l'inertie, en fait, l'entreprise. Et le management, c'est une inertie commune. Et donc, pour moi, quand tu marches, quand tu es dans le mouvement, etc., je pense que tu vois réellement la personne au-delà, finalement, Encore une fois, dans l'entreprise, on va se focaliser que sur la perf, donc que sur ce que la personne est capable de faire. Mais peut-être que tu passes à côté d'un profil qui, en fait, est un super apprenant et qui pourrait apprendre en 6 mois l'expérience d'un mec qui a eu en 5 ans. Le mec, tu vas embaucher le mec qui a 5 ans d'expérience, mais en fait, tu vas avoir que des ennuis avec lui, d'un point de vue management, justement, et humain. Et en fait, ça va être un boulet. La personne qui a peut-être, qui a pas forcément beaucoup d'expérience, mais qui, tu vois, ça va être un moteur pour l'entreprise et pour le groupe, et qui finalement va apprendre plus vite.
Bah, c'est pour ça que c'est, pour moi, je trouve que dans la marche, quand tu discutes avec quelqu'un à l'extérieur d'un bureau, quand tu es vraiment dans un cadre nature, etc., tu vois beaucoup plus de choses chez la personne que dans un cadre très, très codé. Ouais. C'est, je pense, intéressant pour les managers d'investiguer cette piste de comment recruter autrement que tu viens Oui, d'ouvrir. voilà. Peut-être même aussi comment faire grandir les collaborateurs autrement, parce que là, on vient de parler de nouveaux entrants, mais ça peut être aussi un collaborateur auquel on pense pour un poste voilà, d'un niveau supérieur et on se pose des questions. L'emmener marcher peut être une solution comme tu viens de le proposer. Est-ce que tu aurais des idées peut-être sur plus une forme de team building, enfin, cette logique d'équipe, tu parlais d'inertie, mettre le corpus en mouvement, hein, vraiment voilà, ce collectif en mouvement. Qu'est-ce que tu suggérerais, toi, à un manager qui te poserait la question, tiens, ok, tu me parles de la marche, qu'est-ce que je peux en faire? C'est une bonne question. Bah, je pense qu'il y a plusieurs approches. Tu peux avoir effectivement avoir une approche assez ludique. Donc, quand je dis, quand moi j'apporte quand j'apporte le sport en entreprise, je l'apporte toujours de façon ludique. Parce qu'il y a des gens qui, encore une fois, par leur éducation, des fois ils sont même traumatisés par le sport. Et le sport, ils associent pas ça à quelque chose d'agréable. Donc déjà, je parle souvent d'exercice physique. Déjà, Hmm. je bannis le mot sport en entreprise. Je dis, je ne vous parle pas de faire du sport, je vous parle de faire de l'exercice physique parce que c'est ça en fait. On ne vous demandera jamais, et d'ailleurs, personne n'est né pour être marathonien, être champion olympique ou quoi. Ça, c'est un pourcentage de gens qui feront de la compétition, et encore, même moi qui fais de la compétition à très haute intensité, c'est pas forcément bon non plus pour la Hmm. santé. Donc en soi, je ne prônerai jamais la compétition à haut niveau ou même la compétition générale. Par contre, ce que je prône, parce que ça c'est un enjeu de santé publique et même de santé, c'est de la santé mentale avant tout. Alors certes, c'est de la santé physique, mais c'est très connecté aussi à la santé mentale, c'est mettre le corps en mouvement. C'est tout. Mettre le corps en mouvement. Ça peut être du yoga, ça peut être de la danse chez vous, et ça peut être marcher. Parce que c'est des choses qui sont tellement accessibles. Et je ne vous demanderai pas de courir, on s'en fiche de courir, c'est juste marcher. C'est le corps, encore une fois, notre corps doit être notre temple, notre corps est fantastique et je pense que la relation qu'on a avec notre corps, ça en dit long sur la relation qu'on a avec soi-même en fait. C'est l'amour qu'on a avec soi-même, il y a vraiment quelque chose de très profond en fait avec le mouvement, avec ce qu'on fait de soi, de son corps. Et, euh, et je pense que c'est donner, je m'égare un peu de ta question, mais tu sais, c'est simplement au début Non. de donner se dire, allez, je vais faire le tour du pâté de maison. Et je vois comment je me sens. Vraiment, j'analyse. Ça va me prendre 5 minutes. Puis demain, je vais faire 10. Je vais faire 15. Et en fait, c'est même des challenges de marche. Et dans le milieu de l'entreprise, j'ai vu ça plusieurs fois et je trouvais ça vraiment génial, notamment chez Bouygues qui font ça un petit peu. Sur les pauses de 10 heures ou les pauses de midi, il y a souvent des groupes de marche. Et les personnes vont faire un petit peu de marche en fait aux alentours de l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est un leader, un manager. Il devrait avoir ce rôle-là, d'inciter justement ses collaborateurs à se dire, allez, ok, pause de 10 heures, vous avez 20 minutes et on va tous se faire une petite marche. Et c'est génial parce qu'on s'aère l'esprit, on sort des bureaux, on casse la sédentarité, on fait nos pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Et puis socialement, c'est tellement... Parce que regarde, malheureusement aujourd'hui, souvent, quand on prend en entreprise des gens qui prennent l'air, c'est pour fumer. Bon, voilà, fumer, on sait que fumer, c'est pas bon pour la santé. Et ben là, justement, on va dehors, on va sociabiliser, mais ce n'est pas pour fumer, c'est pour marcher. Tu vois? Ouais. Et je pense que j'aimerais vraiment qu'il y ait des campagnes les campagnes publiques, justement, manger, tu sais, les campagnes manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Bah, il devrait y avoir quelque chose comme ça encourager les gens en fait et mettre les entreprises il faudrait que ce soit les acteurs de ça, inciter vraiment que les pauses soient réellement prises et que voilà les gens marchent quoi. Ouais. Ouais. Ouais, merci, merci. Ça ouvre encore une fois un champ intéressant et c'est simple, c'est-à-dire qu'encore une fois, on se focalise sur le processus et pas sur le résultat. Pas fixer d'objectifs liés à cette marche. Hein. Voilà, juste de dire, allez, on prend l'air. Ces 20 minutes nous sont à disposition pour remettre le corps en mouvement. J'adore cette idée, aussi simple soit-elle. Elle permet de réactiver plein de choses, les neurones, etc.
Alors, je voudrais qu'on ouvre un petit chapitre sur la question du féminin, parce que voilà, on a aussi des auditrices qui ont leur spécificité et aussi leurs doutes, mais aussi leurs ambitions. Et tu es je trouve, une bonne représentante de cette question du féminin et de ces questions qui touchent la femme dans un monde qui est particulièrement masculin. Tu l'as dit dans le sport, mais c'est vrai aussi dans le monde de l'entreprise. On le sait, hein, on est encore dans des sociétés qui sont relativement patriarcales. Et sans rentrer voilà, dans des considérations philosophiques, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu auras envie, toi, de conseiller à ces jeunes femmes qui, finalement, se lancent dans le monde de l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat à 200% parce qu'elles se disent que c'est la seule façon, finalement, de percer le plafond, quoi. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Tu sais, je crois pas en la chance. Je crois pas en la chance. Ça, c'est un truc vraiment qui me guide depuis toujours. Alors certes, on démarre à un niveau différent. Ça, je suis d'accord. On a tous des niveaux par l'éducation, etc., ça va être différent. Mais après, ce qu'on en fait de cet héritage-là, de notre éducation, ça, il y a que nous, en fait, on est maître de notre destin. Et il y en a qui sur le papier, ils vont avoir une marche beaucoup plus haute que les autres, donc qui pourraient avoir une avance dans la vie, et qui pourtant ne vont rien en faire. Et d'autres qui vont partir super bas et qui en fait vont monter très haut. Donc, moi, ce que je crois, c'est que dans la vie, on a tous à notre niveau des opportunités. On en a eu, on en aura et on en a. C'est qu'est-ce que je fais avec les opportunités qu'on me donne. Et là, une des premières choses des premières leçons, entre guillemets, de vie que j'ai appris, c'est accepter, en fait, ces opportunités-là. Et des fois, ça fait peur. Parce qu'encore une fois, on revient au cerveau qui aime le côté très routinier, le côté familier, qui n'aime pas l'inconnu. Et les opportunités, souvent, elles représentent l'inconnu, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et je pense que ça commence par là, hein. C'est vraiment accepter ces opportunités-là, mais également écouter son intuition. Et moi, je suis quelqu'un qui est très intuitive et qui parle beaucoup justement de ce lien-là, en fait, encore une fois, quand on arrive à très, très, très bien se connaître, quand on a en effet tout un travail sur soi, on arrive à avoir cette connexion vraiment intérieure et reconnaître le petit non, je crois pas que ça soit bon pour moi. Et le petit ah ouais, là, je sens que c'est ça qu'il faut que j'accepte ou c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je pense que ça se cultive individuellement. Et c'est complètement, là, vraiment, c'est quelque chose qui, peu importe d'où vous venez, travailler sur soi et travailler son intuition et, on va dire, entre guillemets, traiter entre guillemets ces traumas, faire ce travail-là qui est désagréable, mais qui est accessible à tous, parce qu'on peut aussi le faire juste soi-même. Il y a tellement de ressources sur Internet aujourd'hui disponibles. Bah ça, c'est propre à chacun. Et dans la performance et dans l'entrepreneuriat et dans vraiment on va dire le succès entre guillemets, je pense que encore une fois, c'est très lié à soi et le succès que tu as, il reflète un petit peu qui tu es de l'intérieur. Moi, je crois fort à l'effet miroir, surtout. Tout est d'effet miroir dans la vie. Nos relations, sont des effets miroirs. Et là où on en est aujourd'hui sont des effets miroirs bref, tout est d'effet miroir. Et je pense que pour y arriver, c'est vraiment savoir se remettre en question tout le temps. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup appris. C'est cette capacité d'introspection voilà. Alors, tu sais, quand tu ne fais pas le travail sur toi, tu fais pas d'introspection, tu vas stagner. Donc des fois, c'est facile de blâmer l'extérieur, alors qu'en fait, tu devrais te blâmer de l'intérieur. Donc c'est pour ça que je crois pas en la chance et que oui, ça existe les plafonds de verre, mais les plafonds de verre, en fait, des fois, il faut regarder le prisme un petit peu autrement, tu vois. Euh, et je pense que honnêtement, quand tu commences à travailler vraiment, vraiment sur toi et te remettre en question et arrêter de te victimiser et de penser que le monde est contre toi, de penser, en fait, de perdre de l'énergie à lutter contre des choses invisibles. Et quand tu dis, mais attends, mais si, il y a forcément un chemin pour moi, c'est sûr. Ok, bah ça va peut-être pas facile parce qu'il va falloir finalement que je me regarde moi-même au lieu de critiquer les autres, mais c'est possible. Et ben là, Ouais. honnêtement, généralement, le chemin il s'ouvre quoi. Ouais, non, mais c'est intéressant cette construction parce que bon, tu parlais de gratitude tout à l'heure, on entend la notion de succès et finalement cette boucle vertueuse de la confiance en soi qui s'auto-alimente par le fait que les petits plafonds de verre se pètent les uns après les autres et qu'on arrive graduellement
à grandir et à bâtir pour soi. Moi, j'adore cette conception. Merci. Et je trouve que ça fait une bonne passerelle avec la question suivante qui est peut-être un peu plus introspective. Si tu avais en face de toi la petite Clémence de 6 ans, là, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Je trouve ce qu'il y a de très très beau dans l'enfance, et quand justement on fait appel à son enfant intérieur ou la petite fille ou le petit garçon qu'on était, souvent c'est la joie qu'il y avait. L'innocence et la joie. Il y avait quelque chose de très spontané, de très innocent. On était beaucoup moins dans le mental. Et ça, souvent j'essaie de m'y reconnecter à cette joie en fait. C'est surtout la joie, honnêtement, pour être tout à fait honnête. C'est vraiment ce côté. Et puis, cette capacité qu'a l'enfant, il n'anticipe pas l'enfant, il calcule pas. Donc en fait, il va vivre le moment. Il va pleurer à 1000%, mais ça sort. Après, il va plus y penser. Il va crier, il va hurler, il va pas être content, et puis après, il va rigoler. Et en fait, il y a un côté où l'enfant n'est pas rancunier, et quand l'émotion est vive, il la laisse sortir. Et c'est fini. Et c'est ce qu'on perd en étant adulte. Parce qu'on a tendance à intérioriser, à ruminer, et après ça se cristallise, et après on repense. Et en fait, on devrait juste. Mais si t'as envie de pleurer, tu pleures. Si t'as envie de crier, bah tu cries. Et en fait, tu t'y vas, quoi. Tu t'exprimes ce que tu ressens, tu communiques avec les autres, et au lieu de d'intérioriser encore et encore et encore, et un jour, bah, d'éclater. Et donc, en fait, tu sais, moi, j'ai rien à lui dire à la petite fille, hein. C'est la petite fille à chaque fois qui est en méditation, quand je me connecte à elle. C'est la petite fille qui me donne des conseils, hein. C'est pas l'inverse, hein. Moi, j'ai rien à lui dire à la petite fille. J'aime bien cette idée. J'adore. Merci. J'adore cette réponse. Peut-être pour te reconnecter à la joie et nous connecter à cette joie ensemble, est-ce que tu peux nous partager le souvenir le plus fort que tu as eu en compétition? Parce que voilà, tu es une athlète de haut niveau, on partage avec toi parfois ces joies, mais à toi, ton souvenir le plus fort, il était quand, il était où, et qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps au moment où voilà, tu te connectes à ce souvenir? Il y a un souvenir qui a été vraiment marquant pour moi parce que c'est la première fois que j'ai expérimenté la sensation de flow. Donc, l'état de flow, globalement, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un état que les psychologues, ils ont du mal à expliquer ça, mais souvent on l'atteint. Je sais pas s'il y a d'autres méthodes pour l'avoir, mais c'est un état qu'on a souvent dans le sport. Certains sportifs arrivent à l'avoir, où tout d'un coup, on a l'impression, c'est très compliqué à expliquer. Euh, Nos sens sont complètement bouleversés, exacerbés. La notion du temps est complètement distendue. On peut avoir l'impression que soit ça passe très lentement ou très vite. On ressent plus la douleur. Et en fait, on est dans une espèce de bulle où tout ce qu'on fait devient extrêmement aligné, on est en accord avec tout, et en fait tout devient facile. Et en fait, sur cette compétition, c'est un championnat de France, et je suis deuxième, je suis vraiment au talon de la fille donc qui s'apprête à être championne de France, et je suis derrière pendant toute la course, et je n'arrive pas à passer devant. Et il reste 200 mètres, donc vraiment 40 secondes, donc rien du tout. Et je me dis, bon, bah là, c'est fini, c'est le dernier tour, je n'arrive pas à lui passer devant. Et au moment où je me dis, bon, bah non, j'arrive pas, putain, je vais être deuxième, ok, c'est pas grave. Là, il se passe un truc que je contrôle pas, que je n'arrive pas encore à expliquer, où tout d'un coup, toute la fatigue, mon mental qui cogite et tout, s'arrête, s'éteint. Et je me connecte à une espèce d'énergie, de puissance, mais surhumaine. Et là, je fais un sprint de l'espace, un sprint complètement hallucinant, ahurissant, inhumain. Et je gagne, je crois que je gagne de plus de 50 mètres, enfin un truc mais délirant. Et en fait, à ce moment-là, je n'arrive pas j'entends plus rien. J'arrive plus du tout à entendre la salle. Et j'ai vraiment l'impression que le temps est. Je suis plus connectée en fait à la sensation du temps qui passe. Et en fait, je gagne et j'exulte. Genre vraiment, je crie comme je contrôle même pas. Parce que d'habitude, je suis un peu plutôt timide dans la. Je suis pas du genre à crier à la fin d'une compétition si je gagne. Et je suis vraiment dans un état second, un vrai état second. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'état de flow. Et ça, c'est un événement qui m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué parce que c'est un peu, tu sais, une espèce de. Il y a ce côté-là.
un peu sixième sens, tu sais, tu vis une expérience presque paranormale, quoi. Ouais. Ouais. Bah, merci de nous partager cette paranormalité. C'était où en France? Puisque on a compris que c'était le record de France, mais c'était où? Ouais, 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 c'était un championnat de France qui était à Liévin, dans le Nord. Eh Et ben, ok. c'était je crois que c'était mon tout premier record de France senior. Wow. Et j'étais toute jeune et c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué à vie, ouais. Merci Clémence. Alors on avance bien dans notre épisode. On est contraint aussi par le temps. Euh, Si tu avais un spot ou une rando peut-être à conseiller à nos auditeurs, tu les emmènerais où? Ah, forcément, je vais répondre par les Vosges parce que j'ai la chance d'habiter dans un département quand même magnifique et propice justement à la randonnée. Donc alors c'est pas des hauts massifs, on n'est pas dans les Alpes, mais c'est très très charmant. Euh, les Vosges ont le surnom du Petit Canada. Puisqu'en fait, il y a énormément de lacs et c'est des forêts de sapins. Donc, ça vrai que ça fait penser au Canada. Et il y a un endroit ce qu'on appelle les Hauts-de-Vosges où il y a un endroit qui s'appelle les Mille Étangs. Et en fait, c'est des randonnées où en fait, on fait c'est que des successions, justement, comme son nom l'indique, d'étangs. C'est vraiment magnifique. Il y a notamment un lac que j'adore beaucoup qui s'appelle le lac des Corbeaux, qui est vraiment très sympa. Et puis, le plus haut point des Vosges s'appelle le Honeck. Ou pareil, donc on emprunte la route des Crêtes et on arrive au point culminant et c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique et ça donne sur la ligne bleue des Vosges. Voilà. Bah, écoute, ça donne envie. Merci. Pour poursuivre, est-ce que tu aurais pour un prochain épisode quelqu'un à nous recommander? La première personne, parce que c'est une mentor, c'est un puits de science, de savoir, d'anecdotes. Elle a une vie assez incroyable. Elle est jeune, elle a la trentaine, mais elle a eu 1000 vies. Aujourd'hui, elle est thérapeute, mais avant, elle était militaire, elle a été espionne. Enfin, une vie absolument incroyable de film. Donc, Mélanie Agasta. Et puis, quelqu'un aussi qui est passionnant, vraiment passionnant. Alors, on a le même nom de famille, mais on n'est pas parents. Marc Beretta, qui est professeur de leadership à HEC, qui est en fait, on partage vraiment la même philosophie autour du management, du leadership. Il croit, il a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres là-dessus, justement, sur tout ce qui va être l'intelligence émotionnelle et justement cette performance qui est positive et qui passe par les émotions et par tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Donc, je pense il aurait énormément de choses à t'apporter sur le côté leadership bienveillant. Donc, je te le conseille également, ouais, Marc Beretta. Bah, écoute, je ne connaissais pas ces deux personnes, donc merci pour ces conseils. Et puis, j'ose même pas te poser la question suivante qui est quel podcast tu as envie de me recommander? Parce que je crois avoir la réponse. Oui, je vais me faire mon auto-promo. Allez tous écouter Bâtir pour soi. Ok, bon, pour bien finir, juste Clémence, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton prochain objectif athlétique là? Il y a quelque chose en ligne de mire ou tu peux pas le dire, c'est secret, enfin, c'est quoi? 2025, il y a les championnats du monde d'athlétisme qui sont en septembre prochain. Donc aujourd'hui, en tout cas sur cette saison, je m'entraîne principalement pour cet objectif-là, majeur. Distance 10, Oui, ce 20? sera à distance du 20 km marche. 20 km marche. Ok, bon. Bah écoute, on va essayer de suivre tout ça. Merci beaucoup, Clémence. C'était vraiment un beau moment. On a passé 1 heure ensemble sans. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu l'heure passer. On retient en tout cas une belle leçon de résilience, de douceur, d'écoute de soi. Moi, j'entends beaucoup, beaucoup de ça. Et puis, une belle implication voilà, une amélioration de la santé mentale dans notre société qui, voilà, en a bien besoin. Ouais, Donc, merci pour tout ça. Et puis, j'espère que la prochaine fois qu'on se voit, ça sera dans les Vosges, en marchant, et avec peut-être pour plaisir, le ouais, podcast Bâtir pour soi, je ne sais pas, on tout à verra. fait. Merci Voilà. beaucoup, Benoît. Alors, j'arrête. Les échappées, ça s'écoute et surtout ça se vit. Les leaders n'attendent pas d'avoir le vent dans le dos pour avancer vers le prochain épisode.